Le 18 mars 1962, des accords historiques sont signés à Évian. Officiellement, c'est la fin de la guerre d'Algérie. La fin de plus de 7 ans de conflits sanglants et de 132 ans de colonisation. Sur le papier, tout est là. La promesse d'une paix, négociée dans les moindres détails. Mais que se passe-t-il quand un plan qui se veut parfait se fracasse contre la réalité la plus brutale? Une utopie juridique. C'est comme ça que l'historien Guy Pervilliers a décrit ces accords. Une utopie. C'est un mot fort quand on y pense. Ça évoque quelque chose d'idéal, de parfait, mais aussi d'inatteignable. Alors, c'est la question qu'on va creuser ensemble. Comment un traité de paix, qui était conçu pour être exemplaire, a pu en fait déclencher une des périodes les plus violentes de tout le conflit? Pour bien comprendre ce paradoxe, il faut d'abord revenir aux accords eux-mêmes. On va regarder ce document qui était censé tout régler. Alors, on n'est pas arrivé à cette signature du jour au lendemain, bien sûr. Le chemin a été long, progressif. Pendant des années, la France refusait même d'en parler. Mais sous De Gaulle, les choses commencent à bouger. D'abord, il lâche le mot « autodétermination ». Puis il va plus loin, il parle d'une Algérie algérienne. Chaque discours, chaque étape prépare le terrain. Et tout ça mène aux négociations, puis à la fameuse signature du 18 mars 1962. Et quand on lit l'accord, c'est d'une précision presque chirurgicale. Il y a un cessez-le-feu détaillé, un calendrier politique très clair, des clauses militaires sur le retrait des troupes et même des articles sur la coopération économique et culturelle future. Bref, sur le papier, on a l'impression que tout a été pensé pour que la transition se fasse dans le calme et de manière ordonnée. Le moment est donc vraiment historique. C'est un chapitre de plus d'1 siècle qui se ferme. La guerre est officiellement finie. Sauf que les documents, c'est une chose. La réalité sur le terrain, c'en est une autre. Et c'est là que notre analyse doit basculer. Parce que pour comprendre pourquoi la paix n'a pas pris, il faut d'abord comprendre la nature très particulière de la guerre qui venait de se dérouler. Il faut bien se poser la question. Ce n'était pas une guerre classique, vous savez, avec des fronts, des armées en uniforme qui s'affrontent. Non. C'était une guerre de l'ombre, une guerre de contre-insurrection, où les règles, si tant est qu'il y en avait, étaient complètement différentes. Pour saisir la logique de la machine de guerre française en Algérie, il y a un concept à connaître, le comitatus. En gros, c'est le noyau dur de la violence d'État. C'est un appareil qui va à des services secrets, au régiment de parachutistes, et qui mène la guerre sur le terrain, souvent en dehors de tout cadre légal. Et au cœur de la doctrine de ce comitatus, on trouve des hommes comme le général Paul Ossarès. Dans ses mémoires, il l'écrit noir sur blanc. Pour lui, la torture n'est pas une bavure, un dérapage, c'est un outil central, systématique, pour obtenir du renseignement. Et ça va encore plus loin. Cette phrase, elle est glaçante. Elle révèle le langage codé, l'euphémisme officiel pour masquer les exécutions sommaires. Un suspect disparaît? Non, il a tenté de s'évader. C'est tout un système de violence d'État qui refuse de dire son nom. Mais attention, cette violence, elle n'est pas chaotique, pas du tout. Au contraire, elle s'appuie sur une doctrine très froide, très méthodique, dont le but est le contrôle total de la population. En fait, la logique de la contre-insurrection française, c'est une sorte d'inversion de la célèbre formule de Mao. Mao disait que le révolutionnaire est comme un poisson dans l'eau étant le peuple. La doctrine française répond « D'accord, alors pour attraper le poisson, il faut vider l'eau ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut plus seulement cibler le combattant, mais contrôler, surveiller et si besoin terroriser toute la population pour l'isoler de l'insurrection. Concrètement, ça donne des techniques comme le quadrillage. On prend une ville comme Alger et on la transforme en un immense échiquier. Chaque quartier, chaque kilo, chaque maison est identifié, numéroté, cartographié. Le but, c'est de rationaliser l'espace pour un contrôle militaire absolu. Et évidemment, ce quadrillage géographique s'accompagne d'un quadrillage humain, le fichage. C'est la dimension data, si on veut, de cette guerre, grâce aux informateurs, aux archives et aux interrogatoires, souvent sous la torture, on constitue d'énormes fichiers. On sait qui vit où, qui fréquente qui, quelles sont ses opinions. Chaque raid, chaque arrestation en pleine nuit est préparée par ce travail méticuleux de renseignement. Bon, on a donc nos deux éléments. D'un côté, un accord de paix juridique, propre, parfait, et de l'autre, une machine de guerre secrète, brutale, qui a fonctionné pendant des années. Voyons ce qui se passe quand les deux entrent en collision juste après le 18 mars 1962. Eh bien, l'effet immédiat des accords, ce n'est pas la paix, c'est une explosion de violence. Le cessez-le-feu entre l'armée française et le FLN crée une sorte de vide et d'autres acteurs vont s'y engouffrer pour déchaîner la terreur. La violence vient de partout. Il y a l'OAS qui refuse l'indépendance et multiplie les attentats pour la faire capoter. En réaction, il y a des enlèvements d'Européens.
Et puis, il y a les vengeances contre les Harkis, ces Algériens qui avaient combattu pour la France et qui sont maintenant vus comme des traîtres. C'est un chaos total qui pousse près d'1 million de pieds-noirs à fuir l'Algérie en quelques mois à peine. Ce chiffre, il illustre à lui seul la tragédie. Entre 50 000 et 70 000 Harkis auraient été massacrés dans les mois qui ont suivi le cessez-le-feu. Pour eux, les accords d'Évian, qui devaient garantir leur sécurité, ont surtout signé leur abandon. Forcément, une fin de guerre aussi sanglante, ça laisse des traces. Un héritage incroyablement complexe, douloureux et qui continue de diviser les mémoires encore aujourd'hui. La question peut sembler toute simple. Quand la guerre s'est-elle terminée? Mais en fait, la réponse est loin d'être évidente. Officiellement, c'est le 19 mars 1962. Mais pour des dizaines de milliers de victimes, la pire violence n'a fait que commencer à ce moment-là. Et la preuve la plus flagrante de cette mémoire fracturée, on la voit dans les calendriers officiels. En France, on commémore le 19 mars, le cessez-le-feu, l'acte diplomatique. En Algérie, on célèbre le 5 juillet, l'indépendance, le but de la lutte. 2 dates, 2 récits, pour une seule et même histoire. Et on boucle la boucle. On revient à notre point de départ, à l'analyse de Guy Pervilliers. Son utopie juridique se confirme. Le plan parfait a échoué. Il n'a pas pu contenir une violence que des années de guerre secrète, de torture et de contrôle total avaient en fait rendu inévitable. Finalement, ça nous laisse avec une dernière question, peut-être plus large. Au-delà des chiffres, des dates, quel est le véritable coût d'une guerre menée dans l'ombre avec des méthodes qui bafouent le droit? Ce que les accords d'Évian nous montrent, c'est que peut-être quand on déchaîne une certaine forme de violence, aucun traité, aussi parfait soit-il, ne peut simplement appuyer sur un bouton stop et la faire disparaître.